Les légendes automobiles ne viennent jamais du hasard. Parmi elles, la Porsche 911 occupe une place de choix. Connaissez-vous une autre auto forçant l'admiration des amateurs qui est toujours en production depuis 35 ans ? Mieux encore, une sportive à haute performance dont la passion se transmet de génération en génération. Depuis 1963, elle n'a jamais cessé d'évoluer tout en restant fidèle à sa philosophie, offrir des performances hors du commun, une fiabilité à toute épreuve et un plaisir de conduite inégalable. Présente dans toutes les disciplines sportives, la 911 est auréolée d'un palmarès éloquent. Le secret de sa réussite tient en deux mots, persévérance et passion. Cette recherche d'une certaine perfection automobile passe bien entendu par l'expérience de la compétition, mais aussi par les goûts d'une clientèle toujours plus exigeante. En somme, 35 ans après son lancement et après plus de 400 000 exemplaires produits, la 911 n'a pas dit son dernier mot car sa légende se construit au jour le jour. Ferdinand et Ferry Porsche, une passion commune qui va se rejoindre en 1931 quand Ferry rejoint le bureau d'études que vient de créer son père. Enfant, Ferry fréquente les ateliers Austro-Daimler et se passionne plus pour l'automobile que pour ses études. Pour Noël, à l'âge de 11 ans, il a la joie de recevoir sa première vraie voiture construite par son père. Dans les années 30, au bureau d'études, il participe à de nombreux projets, dont celui de la spectaculaire P-Wagen. Celle-ci deviendra la monoplace de Grand Prix Auto-Union à moteur central à 16 cylindres en V. Il est ensuite nommé chef du service expérimental. Guerre oblige, Porsche doit créer un dérivé militaire de la VW, la Kübelwagen, suivi de versions amphibies, Schwimmenwagen, mais aussi des blindés et autres tracteurs agricoles. En 1944, l'entreprise est transférée en Autriche. Et sous la direction de Ferry, la petite entreprise va recevoir une étude ambitieuse, celle de la sportive italienne Cisitalia. L'été 1948 est une date importante dans l'histoire de Porsche. Cette année-là, sort la première auto portant le nom de Porsche. Cette auto, visible aujourd'hui au musée Porsche de Stuttgart, donnera naissance à la glorieuse lignée des 356. En 1950, alors que l'entreprise retourne à Stuttgart et qu'une cinquantaine de 356 ont été construites en Autriche, ces dernières vont bientôt glaner leur première victoire en compétition. Au fil des ans, le bureau d'études s'est ainsi transformé en une fabrique d'automobiles de sport. Le professeur Ferdinand Porsche décède le 20 janvier 1951. Année où, quelques mois plus tard, pour la première fois, Porsche aligne une 356 aux 24 heures du Mans, qui remporte une première victoire de catégorie. C'est le début d'une grande aventure, la course faisant partie intégrante de la philosophie Porsche pour construire des voitures de série. Une philosophie parfaitement exprimée par Ferry Porsche qui dira « Ferrari fabrique des véhicules de série pour financer des courses, nous participons à des courses pour pouvoir vendre nos véhicules de série ». La 356 connut vite un grand succès commercial. Le marché de la petite sportive est alors peu développé. Et surtout, elle ne cesse de s'améliorer. C'est là l'un des grands succès de la réussite Porsche. La 911 qui lui succède subira de constantes évolutions et augmentations de puissance durant sa carrière. Au milieu des années 50, on songe déjà à une remplaçante pour la 356, plus spacieuse et confortable. Partiellement dévoilée par des journalistes à l'été 1963 qui parviennent à photographier une auto grossièrement camouflée lors d'un essai, la nouvelle 901 est présentée quelques semaines plus tard en septembre au Salon de Francfort avant d'être commercialisée l'année suivante. La 901 est alors rebaptisée 911, Peugeot revendiquant la paternité du zéro central. La ligne générale est due à Ferdinand Alexander Porsche, dit Buzzi, le fils aîné de Ferry Porsche. Après quelques tâtonnements, notamment avec une carrosserie 3 volumes, afin d'y loger confortablement 4 adultes, on s'en tient à une carrosserie monocoque 2+2, plus compacte et légère. La 911 est plus longue pour une meilleure habitabilité. Afin d'optimiser la contenance du compartiment avant, on utilise une suspension du type McPherson avec barre de torsion longitudinale. De même, les places d'appoint à l'arrière peuvent être rabattues pour y loger quelques sacs supplémentaires.
Comme sur la 356, le moteur à plat et refroidi par air est disposé en porte-à-faux arrière, mais bénéficie de 6 cylindres et d'un graissage par carter sec. Ce 2 litres de 130 chevaux accouplé à une boîte 5 vitesses propulse la 911 à 210 km/h. La 911 est vite épaulée en 1966 par une version S. C'est le début de la course à la puissance. Retravaillé, le moteur offre 160 chevaux et se distingue par une sonorité toute métallique. Si la S conserve les détails d'équipement qui font partie de sa légende, comme le tableau de bord à 5 cadrans avec compte-tour central et le pédalier articulé au plancher, c'est elle qui reçoit en premier les jantes Fuchs à 5 branches qui perdureront jusqu'à 1989. Une version découvrable à arceau fixe baptisée Targa est aussi présentée, tandis qu'en 1967, la 911 peut recevoir une boîte semi-automatique, la Sportomatic. La pédale d'embrayage a alors disparu, l'opération s'effectuant au contact du levier de vitesse. En 1969, le moteur passe à 2,2 litres, puis 2,4 litres en 1971, tandis que les premiers systèmes d'injection remplacent peu à peu les carburateurs. Cette voiture fait 165 chevaux. Elle se situe entre la 911T et la 911S. Et elle se caractérise par un bon compromis entre l'aspect tourisme et l'aspect sportif. Elle est beaucoup plus souple qu'une 911S et permet des reprises en très bas régime. Le spoiler que vous avez à l'avant est une option à l'époque sur la 911E et il était par contre monté d'origine sur la 911S. Il sert à créer une dépression en dessous de la voiture pour améliorer la tenue de route. La voiture est équipée de jantes ATS qui était une option à l'époque. Les jantes ATS étaient par contre montées d'origine sur la 911S. La plus mythique des 911 de la génération 64-73 est dévoilée au Salon de Paris en 1972. Produite en petite série afin d'être homologuée pour la compétition, elle est allégée à l'extrême et se caractérise par des ailes arrière larges et des appendices aérodynamiques comme l'aileron arrière surnommé queue de canard. Son flat 6 de 2,7 litres développe 210 chevaux et autorise 240 km/h en pointe. En France, Raymond Touroul fait partie des pilotes qui ont contribué au succès de la 911. J'ai d'abord essayé une Alpine. Et là, j'ai acheté une Alpine à mon ami Jean-Pierre Jabouille, qui était vendeur au garage à côté d'où je travaillais, tout près de Charles Pozzi. Et j'ai fait une course, j'ai gagné la catégorie. Mais j'ai eu beaucoup de problèmes à m'arrêter au bout pour les 2 ponts. Donc j'ai passé à la Porsche la course d'après. Et j'ai été champion de France l'année suivante. Monte-Carlo, Targa Florio, Rallye Terre, 24 heures du Mans. Mais comment peut-on expliquer un tel succès et une telle adaptation de la 911 en compétition? Pour Raymond, le secret tient en un seul mot. Il faut une voiture fiable. Et à part une 911, moi je vois pas quelle voiture est fiable. Et surtout quand on la prépare, qu'on connaît ce que l'on fait, ce que l'on met. Quand on met tous nos atouts de notre côté, on risque de finir. Et ce n'est pas fini. Aujourd'hui, les anciennes 911 font encore le bonheur des amateurs. Le millésime 1974 marque un tournant dans l'histoire de la 911. Pour la première fois, son dessin est revu au niveau des boucliers avant et arrière à soufflet, qui peuvent encaisser des chocs sans aucune gravité jusqu'à 8 km/h. Le millésime 1974 marque un tournant dans l'histoire de la 911. Pour la première fois,
Son dessin est revu au niveau des boucliers avant et arrière, équipés de soufflets qui peuvent encaisser des chocs sans dommage jusqu'à 8 km/h. Ces 911 en profitent pour voir leur cylindrée passer de 2,4 litres à 2,7 litres, la puissance s'établissant de 150 à 210 chevaux. Alors avec la 2,7 litres, la 911 est toujours disponible soit en coupé ou en targa. Ce toit, lui, se replie. Voilà. Et ça, on le place dans le coffre, qui ne prend pas beaucoup de place. Le mot Targa, hérité de la célèbre épreuve automobile Targa Florio, désigne chez Porsche un modèle découvrable. La 911 Targa dispose d'un arceau fixe assurant rigidité et sécurité en cas de retournement et bien entendu d'un toit escamotable. Au milieu des années 70, si la 911 reçoit un moteur 3 litres avec la Carrera, puis la SC, on pense toutefois que ses jours sont comptés. Il n'en sera pourtant rien. La SC passera de 180 à 188, puis 204 chevaux et renouera avec la tradition du cabriolet. Concernant les Porsche à moteur avant, qui devaient faire disparaître la 911, il y a plusieurs facteurs qui ont joué en faveur de la 911. La fidélité de la clientèle. La 924, pour eux, n'était pas une vraie Porsche, d'autant plus qu'elle est née avec un moteur Audi. Et la 928, qui était censée être prendre la succession de la 911, c'était une locomotive sur l'autoroute, mais elle n'avait pas la légèreté, l'agilité qui plaisait à la clientèle 911. Je suis possesseur d'une 911 SC 3 litres, 204 chevaux. Je l'ai depuis 5 ans. Elle a toute option. Toit ouvrant électrique, rétroviseur électrique, jantes Fuchs, phare additionnel, intérieur cuir. C'est ma première 911. Je fais même du circuit moi-même. Je pilote sur circuit. C'est une toute à l'arrière, donc il faut la tenir, surtout sur circuit. Bon, c'est tout en accélération. C'est quand même dur à tenir. Hein. C'est un fait qu'après une journée de circuit, on a les bras plutôt... on a mal aux bras. Quand on est à bord, on n'a même pas besoin d'autoradio parce que c'est le bruit du moteur, c'est ce qu'il y a de plus plaisant à écouter. C'est vrai que je me sens très en sécurité dans cette voiture. Je suis déjà montée à 250 avec. Elle tient vraiment bien la route. Et elle freine très bien. Sinon, je ne risquerais pas de monter aussi loin. Nouvelle augmentation de cylindrée fin 1983 avec la Carrera 3,2 litres de 231 chevaux. Plus performante encore, tout en étant plus économique en carburant, en raison d'une gestion électronique. Si l'équipement de la 911 s'embourgeoise au fil des ans, notamment avec l'apparition de sièges à commande électrique, techniquement elle évolue peu. Le Flat 6 bénéficie toutefois désormais d'un système de tendeur de chaîne hydraulique fiabilisé et en 1987 d'une nouvelle boîte dite G50. Bien entendu, aux carrosseries coupées s'ajoute le cabriolet. Puis, nouveauté majeure, un Spitzer à pare-brise court, fortement incliné et couvre-capote profilé. En somme, un clin d'œil au Speedster 356 de 1954. Le Speedster 911, présenté au Salon de Francfort en 1987, fut à l'origine prévu en version Club Sport à carrosserie monoplace. Faute de production en série de cette dernière, la passion n'ayant pas de limite, elle donnera des idées à d'ingénieux propriétaires, comme vous pouvez en juger. La vraie révolution a toutefois lieu au Salon de Paris 1974 avec la 930 Turbo.
Son moteur 3 litres turbo-compressé offre 260 chevaux et des accélérations diaboliques, moins de 20 secondes pour passer de 0 à 200 km/h et 250 km/h maxi. Extérieurement, elle reçoit un prominent aileron arrière et des ailes très élargies. Dès 1978, la turbo passe à 3 litres 3 et 300 chevaux. Mais pour certains, cela n'est toujours pas suffisant. Je suis le propriétaire de cette 930 de 1989. C'est une 3 litres 3 de cylindrée. Les turbos ont existé en 3.3 de 1978 à 1989. Et seulement en 89, cette dernière année, on trouve une boîte 5. Donc celle-ci est dotée d'une boîte 5. D'origine, ces voitures faisaient 300 chevaux. Et celle-ci est passée dans les mains d'un préparateur RUF en Allemagne. Donc elle présente quelques particularités. Le spoiler avant qui est changé pour pouvoir accueillir un radiateur frontal, un radiateur d'huile. On trouve aussi sur l'extérieur de la voiture des entrées d'air pour les freins arrière, des jupes latérales et un double échappement. Donc là ça rentre un peu plus dans le domaine du moteur. Ce moteur est doté aussi d'un échangeur, d'un gros échangeur avec des arbres à cam et puis donc une préparation plus spécifique au moteur qui développe 374 chevaux. Dans le temps j'avais une R5 turbo et cet effet turbo m'a toujours pris les tripes et c'est vraiment beaucoup de puissance d'un seul coup à un moment donné. Et avec celle-ci derrière moi je suis servi. Alors pour comparer une turbo 300 chevaux d'origine qui est donnée pour 260 km/h en pointe et cette BTR ici derrière moi qui va peut-être à 270 ou 275, il n'y a pas une grosse différence en vitesse de pointe. Mais ça c'est peut-être aussi à cause du CX qui n'a pas été amélioré. En fait la forme de la voiture ne s'y prête pas à une vitesse de pointe. À savoir que chez Porsche il y a des flat nose, ils proposent des flat nose, c'est-à-dire le nez plat, et on gagne effectivement 10 à 15 km/h, ne serait-ce que par le CX. La caisse en elle-même sur une turbo est renforcée, ça c'est clair, c'est différent d'une 3 litres 2 ou d'une SC. Je suis un fan du turbo et cette sensation de poussée constante et permanente dans le siège, d'avoir le dos collé dans le siège, c'est fabuleux. Pour vous donner une image, je dirais qu'à 3000 tours, on a l'impression d'avoir 200 chevaux, parce qu'il y a un certain temps de réponse, il faut le temps que le turbo se mette en route. À 4000 tours, on a l'impression d'avoir 300 chevaux, et à 5000 tours, on a l'impression d'avoir 400 chevaux. C'est de pire en pire, ça n'arrête pas de pousser. Après la turbo, Porsche prépare au début des années 80 une autre révolution, celle d'une 911 à transmission intégrale destinée à courir en groupe B et qui deviendra la Supercar 959. Vendue la bagatelle de 1,4 million. Un vrai laboratoire roulant. Carrosserie en matériaux composites, flat 6 2 litres 85 de 450 chevaux à culasse refroidie par eau, 2 turbos et graissage par carter sec ultra sophistiqué. La transmission intégrale est équipée d'un système permettant de faire varier automatiquement ou manuellement la répartition du couple entre les trains avant et arrière. La suspension pourvue de 8 amortisseurs peut être réglée sport ou confort. Au programme, 0 à 100 km/h en 3 secondes 9, 0 à 200 km/h en 14 secondes 3 et plus de 315 km/h en pointe. Cette aventure est liée à l'engagement de Porsche au Paris-Dakar avec une 911 4x4 que René Metsch mènera à la victoire en 1984. Connaissant bien Porsche maintenant, je pense que leur motivation était qu'ils voulaient sortir une 4 roues motrices. Et avant de sortir une 4 roues motrices, ils voulaient l'éprouver dans les terrains les plus difficiles. Et je pense qu'ils en étaient arrivés à la conclusion que si une Porsche était capable de faire le Paris-Dakar, elle était capable de faire 100 000 km sur la route. Je crois que ça a été la motivation. On a commencé par la 911, avec un moteur Carrera tout à fait normal, enfin un petit peu amélioré, mais très proche de la série, parce qu'on a essayé de mettre tout pour la solidité, c'était ce qui était voulu par Porsche. La différence, si on peut dire, entre la 911 de 84 et puis la 959 de 86, en passant par l'étape intermédiaire de 85 qui était 959 avec un moteur de 911. Techniquement, comme ça, on a l'impression qu'il n'y a pas eu grand-chose de changé. En vérité, il y a eu énormément de choses de changées. Je suis très content parce que le terrain était très cassant et on n'a pas cassé la voiture et je suis vraiment très content. La 959 sautait extrêmement bien sur les bosses. Je dirais même qu'elle avalait les bosses. J'ai jamais eu une voiture aussi performante dans les bosses.
Et puis elle avait un moteur extraordinaire parce qu'on avait un moteur qui faisait pas loin de 450 chevaux, biturbo, avec un couple extraordinaire, avec un turbo qui commençait donc à 0 jusqu'à 3000 tours avec le deuxième qui reprenait derrière. Donc ça évitait le patinage et donc des performances incroyables sur des sols à mauvaise adhérence. Et puis aussi en aérodynamique, il y a eu beaucoup aussi d'avantages avec l'aileron arrière qui nous pénalisait un petit peu avec la 911. Avec le 959, ça allait beaucoup plus vite. Moi, j'ai fait 2 fois 245 km/h dans le désert, donc c'était assez vite. La différence de pilotage entre une 911 ou même la 959 de 86 par rapport à un 4x4 traditionnel, là, il y avait une différence énorme. Pas toujours aussi facile qu'on le pense en pilotage, parce que conduire une voiture qui roule à 245 km/h, c'est quand même pas évident. Mais par contre, moi je dis toujours, gagner le Dakar avec une Porsche, c'est facile, quoi, parce que c'est vrai que c'était facile. Moi, l'image que je donne de la Porsche 4 roues, c'est le TGV sur la route, quoi. La seule voiture où on peut lire le journal à 200 km/h, que ce soit sur le sec ou la pluie. C'est une voiture hyper sûre, hyper sophistiquée, une voiture sensationnelle. Présentée en 1988 et commercialisée l'année suivante, la 911 Carrera 4 type 964 marque une nouvelle étape dans l'histoire de la 911. Si l'équipement intérieur est préservé, la carrosserie reçoit un nouveau lifting, notamment au niveau des boucliers, désormais enveloppants. Simple lifting? Non. En fait, sous son apparence traditionnelle, il s'agit d'une toute nouvelle 911. Disposant d'un moteur 3,6 litres à double allumage de 250 chevaux, d'un dessous de plancher à effet de sol, d'une suspension entièrement revue et surtout d'une transmission intégrale. Bien sûr, le type 964 sera disponible en coupé, targa, cabriolet et speedster. Les premières Carrera 4, c'est-à-dire celles de la série 964, avaient le même système de répartition du couple que les voitures du Paris-Dakar. C'est-à-dire que les roues avant participaient pour environ 30% à la propulsion de la voiture. En 1990, la Carrera 2 peut recevoir en option une boîte semi-automatique d'un genre nouveau, baptisée Tiptronic. Le levier de sélection permet soit de passer en mode automatique traditionnel, soit de passer les rapports manuellement. Il suffit alors de pousser le levier en avant ou en arrière pour monter ou descendre les vitesses. Pour les aficionados, la 911 Turbo réapparaît sous différentes formes, tout d'abord avec le moteur 3,3 litres de 320 chevaux, puis le 3,6 litres, le top restant la version S de 385 chevaux. La grande surprise vient toutefois à l'automne en 1990 avec la Carrera RS, une Carrera 2 allégée, à la suspension très raffermie et forte de 260 chevaux. Bien entendu, les Porsche 944 de la formule de promotion monotype Carrera Cup vont être remplacés par des 911 type 964 afin de populariser le modèle. La Cup délivre 275 chevaux, puis 300 avec la base de la Carrera RS 3,8 litres. Parallèlement, en 1991, une version compétition Carrera 4 Lexbo est présentée. Surtout, une Carrera RSR 3,8 litres de 385 chevaux apparaît en 1993. This one is a especially 964 RSR 3.8
It's a handmade limited edition from an absolutely sports car. All parts we have to order in Weissach, and this car was built in Weissach by handmade. All technical informations you only get in Weissach. All the parts you have to order there. The 964 RSR has an absolute super sports character from the winter times of Porsche Motorsport. The look is 100% pure Porsche. Voiture mythique, la Porsche 911 ne s'est pas seulement illustrée en compétition, mais aussi au cinéma. Qu'est-ce que tu me fais là? Pas rien, je suis pas malin, moi je sais conduire, alors je conduis. Pas mieux qu'elle maman. D'accord? La Porsche a comme caractéristique d'avoir des répartitions de masse un peu particulières avec le moteur en porte-à-faux arrière. Alors effectivement, vous savez, on utilise des voitures quelquefois, même assez souvent, pour les inconvénients qu'elles ont dans la vie courante et les transformer en qualité pour ce qu'on a à faire dans le cinéma. Mais avec une Porsche, oui, ça peut être utile parce qu'on peut jouer avec le sous-virage ou avec le sur-virage. Il m'est arrivé une aventure avec ma 911, c'était en Italie, entre Bologne et Florence, au point un nom prédestiné, il s'appelait plan de vol. En sortie en courbe d'un tunnel, j'étais sur la voie de gauche, je regagnais la voie de droite, c'est une courbe à gauche, et je n'ai pas pu redresser parce qu'à la sortie du tunnel, il y avait une précipitation de grêle. Et je suis arrivé sur un tapis extrêmement glissant, qui m'a contraint d'aller tout droit, donc je sors de la route et la circonstance aggravante, il me manquait 200 mètres de glissière de sécurité après la sortie de tunnel parce qu'il y avait un parking. Donc aux environs de 140 km/h, je suis allé tout droit, j'ai traversé le parking et j'ai effectué un saut dans le vide. Et en fait, les carabiniers ont établi par la suite, évidemment, ont fait des mesures à la suite de cet accident. Et c'était 47 mètres sans toucher terre et ça a été une boucle de 20 mètres occasionné par le porte-à-faux du moteur qui est à l'arrière, et puis après 150 mètres de tonneau pour m'arrêter véritablement limite au bord d'un précipice. Nouveau pas vers l'embourgeoisement et la facilité de conduite en 1993 avec la Porsche 911 Carrera type 993 à 2 roues motrices. La ligne générale est encore modifiée. Et surtout, l'auto reçoit un essieu arrière multibras très sophistiqué. Si la cylindrée est toujours de 3,6 litres, le moteur développe 272 chevaux et la boîte présente 6 rapports, à moins d'opter pour le système Tiptronic. Comme toutes les Porsche, elle bénéficie des recherches les plus poussées. Un an plus tard, la gamme s'étoffe. La 993 est disponible en version Carrera 4 à transmission intégrale, puis en cabriolet. Une nouvelle transmission automatique est également mise au point pour la Carrera 2, la Tiptronic S. Elle conserve les particularités de l'ancienne Tiptronic, sauf que les vitesses peuvent être passées manuellement
à l'aide de boutons placés de part et d'autre du volant. Coup de tonnerre en 1995 avec la 993 version compétition, client GT2 turbo ultra sportif de 430 chevaux qui frôle les 300 km/h et reconnaissable à ses ailes rivetées. Et ce n'est pas tout. Cette même année 1995, la turbo de série toujours en 3,6 litres mais à transmission intégrale développe avec l'aide de 2 turbos la puissance phénoménale de 408 chevaux. Un véritable monstre d'efficacité. 0 à 100 km/h en 4 secondes 5 et 290 km/h en pointe. 2 séries limitées de turbos suivront en 1996 puis 1998. 430 chevaux avec un kit puis 450 chevaux sur le turbo S. Fin 1995, les modèles atmosphériques passent à 285 chevaux, tandis que la nouvelle Carrera 4S, bientôt suivie par la Carrera 2S, se distingue par un turbo look. Quant aux amateurs de grand air, une 993 Targa fait son apparition. Particularité, afin de conserver la ligne du coupé, le toit est désormais coulissant et en verre. Pour 1997, la 993 peut recevoir un kit moteur 3,8 litres de 300 chevaux. En fait, la même puissance que pour la version Carrera RS 3,8 litres de 1995. Bien entendu, les 964 seront remplacés par les 993 de 310 chevaux pour les Formule Cup de promotion. Enfin, cerise sur le gâteau, la Porsche GT1 Sport Prototype homologué route mais quasiment inexploitable hors circuit reçoit un 3,2 litres biturbo refroidi par eau de 544 chevaux ou 600 chevaux sur les versions pour les courses d'endurance. Accessoirement, si le cœur vous en dit, l'auto coûte la bagatelle de 5,5 millions. Apparue en 1997, la 996 est une 911 100% nouvelle. À commencer par son moteur, un flat 6 3,4 litres de 300 chevaux refroidi par eau. Avec elle, la haute performance devient accessible au commun des mortels et ce, en toute sécurité. Considérant l'évolution de la 911, disons en 996, en fait ce n'est pas une évolution puisque la 996 est une voiture entièrement nouvelle dès le départ, donc à partir d'une feuille de papier blanc. Je regrette qu'elle soit plus grande. À part ça, dans tous les domaines, elle est un petit peu meilleure que la 993. Bien sûr, elle fait moins de bruit. Les Porschistes veulent un peu de bruit, mais pas tous. Et elle est nettement plus confortable comme suspension. On lui reproche d'être trop proche du Boxster comme toute la partie avant, qui est effectivement identique. Mais ce sont des petites choses qui, avec le temps, évolueront, elles se sépareront un petit peu, du moins sur le plan esthétique. Et on vient de voir la 996 GT3 par exemple, qui est une voiture extrêmement performante. Les chevaux y sont, les performances y sont, il n'y a pas de doute. Et je suis convaincu qu'avec la turbo aussi, il y aura une voiture absolument sensationnelle. Il semblerait que le modèle 996 soit véritablement la voiture parfaite, mais les Porschistes de l'ancienne génération, si vous voulez, ce qu'ils aimaient dans la 911, c'est avant tout ses qualités, mais aussi ses défauts. Or, il semblerait que l'usine ait encore développé les qualités et qu'elle ait réussi à gommer les défauts. Alors, c'est une voiture qui est vraiment parfaite, on peut penser qu'elle est parfaite. Est-ce qu'elle attachera tous les Porschistes purs et durs? Je ne sais pas. L'avenir nous le dira. Une des caractéristiques techniques de la Carrera 4 est donc ses 4 roues motrices. Au niveau sécurité, c'est un plus. Et également le PSM, qui est le Porsche Stability Management, et qui permet effectivement de récupérer les erreurs de pilotage.
996 de moteur de l'eau maintenant, c'est une chose encore logique à cause de la problème du environnement. C'est le bruit, c'est l'échappement, le gaz d'échappement, et ça c'est seulement possible avec un moteur qui est refroidi par l'eau, spécialement le bruit qui a un grand problème de moteur refroidi par l'air. Si la ligne générale de la 911 est conservée, l'auto est plus longue et donc plus habitable. Elle s'apparente ainsi désormais davantage à une GT d'une grande facilité d'utilisation qu'à une berlinette. De même, avec la 996, les détails qui ont contribué au mythe 911 ont été remaniés comme les optiques de phare, l'aménagement intérieur, à commencer par le tableau de bord, dont les 5 cadrans sont désormais regroupés pour une lecture plus homogène. Dans la brochure publicitaire de la 996, on peut lire « La première 911 n'avait qu'un élément commun avec le modèle actuel, l'écusson Porsche. Au fil du temps, nous avons rompu avec de nombreuses conventions, mais jamais avec nos principes. Comme on peut s'en douter, la 911 n'a pas dit son dernier mot et la relève est assurée. » Commercialisée depuis 1964, on trouve aujourd'hui des 911 à tous les prix. De la base de restauration à la 996 neuve, full option, spécialistes et particuliers répondent à vos interrogations. Une fois votre 911 acheté, quoi de plus naturel que de vouloir partager votre plaisir ? Aujourd'hui, il existe un profil d'amateur de 911. C'est le client qui souhaite une vraie voiture de sport plaisir, une voiture qui va lui donner effectivement des sensations sportives, une motorisation, un bon châssis, un bon freinage. Chaque voiture, chaque Porsche, chaque 911 différente, que ce soit un turbo, que ce soit une voiture de compétition comme celle-ci, que ce soit une voiture de tourisme, a son profil, son amateur. En tous les cas, je pense que ce qui réunit chacun, c'est certainement la ligne de cette voiture et les sensations qu'elle peut procurer en conduite, etc. Je ne pense pas qu'il y ait un profil type. Souvent, c'est réaliser un rêve de gamin. Le souvenir d'un bout d'aile, le souvenir d'un bruit, surtout le bruit. En règle générale, ils parlent tous de la même chose, c'est le bruit. C'est vraiment ça qui motive l'achat d'une 911. On a une clientèle qui recherche une image à travers le véhicule. Une image qui a bien changé d'ailleurs, puisque aujourd'hui c'est une image de sécurité à bord de ces voitures. Et on a une clientèle qui recherche des véhicules de sport et une image sportive. On peut dire que la clientèle recherche différentes choses, des sensations de coller à une image, à une ligne, de coller à une histoire de compétition automobile, de coller aussi à certainement un aspect sportif viril. La 911, c'est la compétition qui l'a amenée là où elle est. Et lorsqu'on a grandi à travers les différentes générations, on a toujours vu la 911 s'illustrer dans les différentes courses. Et on a toujours rêvé pour les gens qui aiment l'automobile, en tout cas, on a toujours rêvé de posséder un jour cette belle auto qu'est la 911. La plupart des 911 d'occasion du réseau sont sélectionnés. Généralement, ce sont des voitures que l'on reprend sur des voitures neuves ou sur des voitures d'occasion. Donc ce sont des voitures qui ont toujours été dans le réseau, des voitures qui ont un carnet d'entretien. Le carnet d'entretien de la voiture est très important puisque c'est lui qui va nous donner un petit peu l'identité de l'auto et les différentes choses qui ont été faites dessus, ce qui permet de donner la valeur à la voiture. On va avoir d'abord les 3,2 litres qui sont des voitures entre 100 et 150 000 francs selon leur état, selon leur kilométrage.
On aura ensuite les versions Carrera 2, Carrera 4 que l'on appelle type 964 qui là vont de 200 à 250 000 francs. Et puis ensuite on aborde les 993 qui débutent à 300 000 francs jusqu'au modèle récent, voire neuf. La fourchette de prix pour une 911, c'est à partir de 160 000 francs et après ça ne s'arrête pas. Hein. À 100 000 francs, on peut trouver des Porsche d'occasion, des 3 litres 2. Et on revient toujours au carnet d'entretien de la voiture. À partir du moment où cette voiture a eu un suivi, elle a été entretenue, c'est une voiture qui peut apporter encore beaucoup de plaisir, même à 100 000 francs. Je pense qu'il est très difficile d'avoir une Porsche d'occasion dans un budget de 100 000 francs en très bon état, ou alors dans des modèles relativement anciens, mais c'est à apprécier avec délicatesse puisqu'il faut choisir entre la voiture d'origine en état rare ou la voiture restaurée, sachant bien comment elle a été restaurée, puisque 100 000 francs suffisent rarement pour une restauration. J'ai fait l'achat de cette voiture il y a 5 ans. J'ai payé 60 000 francs. Elle avait 114 000 km. Maintenant, elle en a 135 000. J'ai payé ce véhicule 33 000 en 1979 et j'ai fait à peu près 50 000 francs de réparation dessus, compte tenu évidemment du nombre d'heures et de week-ends passés pour la restaurer. Alors cette 3 litres 2, bon, tout le monde le dit et d'après moi je pense que c'est vrai, c'est un accès à la gamme et une voiture qui ne revient pas trop cher à entretenir parce que bon, en ayant le pied pas très lourd, on arrive à faire des consommations en dessous des 10 litres, ce qui est quand même exceptionnel pour une cylindrée pareille. Je l'ai acheté au mois d'août de l'année 98 et je l'ai payé 98 000 francs. Le prix de la voiture est de 220 000 francs, c'est le prix que moi je l'ai payé. Pourquoi? Parce qu'il y a une préparation RUF et RUF c'est une signature, il y a quand même des éléments mécaniques qui sont là et ça se paye. Bon, les jantes c'est 40 000 francs, les entrées d'air, le kit usine, les entrées d'air pour les freins à l'arrière c'est 40 000 francs aussi. C'est une auto qui pouvait valoir pas loin d'1 million de francs en 89, je dirais pour la personne qui l'a acheté neuve, etc. Mais moi, c'est pas mon cas. J'achète une auto d'occasion qui, j'espère, dans 1 an ou 2 ou 3 ans, ou je sais pas combien de temps je vais la garder, mais je la revendrai sensiblement le même prix. De 1965 jusqu'en 1989, c'est la même conception, c'est la même caisse. Et si on veut faire de la caricature, ça ressemble plus à une coccinelle qu'à autre chose. Donc c'est hyper simple. Pour celui qui sait un petit peu mettre la main à la pâte, et c'est mon cas, on arrive à faire beaucoup de choses soi-même. Déposer le moteur et remonter le moteur, donc c'est ce qu'il faut faire pour changer un embrayage par exemple, ça peut être fait dans la journée sans se presser et on a le temps de boire le thé à 5 heures. La longévité du modèle 911 est due à son look, à ses formes. C'est tout ce que les gens recherchent à travers Porsche, c'est le modèle 911 et cette ligne est inimitable. Le plaisir de rouler en 911, c'est quelque chose dont il est difficile de parler, parce que c'est quelque chose qui est plus de l'ordre des sensations. Mais c'est un peu comme un rêve d'enfant qu'on attend depuis très longtemps. Et quand on est enfin à l'intérieur, derrière son volant, et qu'on met la clé de contact, qu'on a ce moteur, ce bruit, ces vibrations qui se mettent en route, on ose la première fois à peine conduire ou à peine accélérer, tellement on imagine la puissance phénoménale. Une grosse partie de notre travail, c'est de l'entretien courant de véhicules et puis une grosse part aussi de préparation en vue pour les sorties club sur les circuits. Ce qui nous passionne, c'est faire des moteurs style celui-là, faire des moteurs assez modernes avec de l'électronique et puis on va perdre au niveau du couple. Et pour garantir du couple à bas régime, on rallonge les conduits. Les Porschistes, ils ont déjà, je sais pas, ils ont un point commun. Ils se reconnaissent un peu entre eux et
Et le moteur Porsche ou la voiture en elle-même, c'est assez particulier. Et on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire avec tout type de moteur. Non, alors avec 6 papillons, des cornets, on peut jouer sur la longueur pour faire la mise au point au banc d'essai, pour trouver couple puissance, pour avoir qui marche au régime, pour avoir un moteur utilisable un peu sur la route. Comme sur la route, on ne peut plus trop se servir de tous ces véhicules. Et les clubs, et beaucoup de gens se tournent vers les circuits, vers les clubs. Et puis là, on peut préparer des moteurs et puis on peut les exploiter. C'est ça un peu l'esprit et le but. Un club professionnel, nous sommes le club professionnel. Nous représentons non pas tous les portistes, mais nous sommes reconnus en tant que tel. Le club portiste de 2005 est un petit peu en désuétude dans les années 62. Il a été animé en 1967 et 1967 jusqu'en 1989. Il est allé et ça marche. Ça marche. Accès grotesque, freinage limite, les 6 circuits organisés par les votre auto, mais aussi vos aptitudes au pilotage. Toujours en toute sécurité. Amateurs. Il y a des professionnels qui viennent au club, qui prennent au petit à petit investissent dans le matériel de plan. Un jour, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont plus grand chose à prendre. Et à ce moment-là, pour rouler dans des formes comme la carrière cup, le GT, et passent du statut de au statut de sous-professionnel, puis pour les individuels aux professionnels. Il y a vraiment la chasse, eh bien, il y a sans pilote, ça dépend qui va conduire. Puis, on prend la ceinture, la rouler, et on peut voir en toute sécurité. Et d'autres etc. Je pense que dans ce pilotage vraiment la mine
personne. Est-ce que c'est possible? Une voiture. Mais la façon je crois vraiment qu'il y a vraiment une à d'être. Imaginez une dame porte c'est on n'est pas sur 900. Mais je fais confiance. Le fait que